Bonjour à tous, on se retrouve pour ce débat sur le management donc au XXIe siècle, tout un programme. Je me permets de me présenter, j'étais déjà là ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, donc je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Je m'appelle Isabelle Gouna-Lévy. Et tout de suite, pour parler justement de management, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre sur scène Dominique Battani, directeur général du marché d'intérêt général de Rungis, et Bernard Beltante, ex-dirigeant de l'EM Lyon, président d'une société de conseil en innovation de l'éducation. Merci de les applaudir. Merci de vous installer. Alors, on devait avoir avec nous également le père Ardouin, qui est donc un père abbé de l'abbaye bénédictine de Ganagobi, qui est un site absolument magnifique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est pas très loin de Manosque. C'est vraiment très très beau. Malheureusement, le père Ardouin a été empêché évidemment par problème de grève, et donc il s'excuse évidemment auprès de vous. Il regrette de ne pas être parmi nous ce soir. Alors, on va démarrer donc avec ce constat du changement sur ce management. Un management qui a changé, donc on le sait, sous une influence, on va dire peut-être double, alors multiple, vous allez nous en parler, à la fois avec tout ce numérique qui nous a envahis, qui fait que finalement aujourd'hui la hiérarchie se raccourcit, le management intermédiaire est en train de changer, les managers sont parfois mal à l'aise justement avec ce numérique, car l'information maintenant elle passe directement et ils sont parfois court-circuités justement. Et puis il y a également un autre grand phénomène du côté des jeunes générations, ces fameuses générations qu'on appelle Y, Z, X, etc. Il y a une recherche de sens, et ça c'est aussi un élément important, un nouveau regard justement sur la hiérarchie. Alors dites-nous messieurs, pour vous, qu'est-ce que c'est qui a fait ces grandes différences de management ? Dites-nous alors, ces différences de management, d'après vous, quelles sont les influences qui l'ont fait évoluer ? Moi, je pense, au regard de l'expérience que j'ai, que ma génération, je vais dire, pour être plus simple, ma génération trouvait pratiquement la réalisation de sa vie dans le travail. On s'engageait dans son métier, on avait un métier, souvent on faisait carrière, on faisait toute sa vie professionnelle dans la même entreprise, on s'y consacrait, peut-être parfois trop. En tout cas, il y avait vraiment un lien très fort vis-à-vis de l'entreprise, qui était quelquefois même sa seconde famille. On y était très attachés. Voilà. Et voilà. Et donc pratiquement on réalisait, on pouvait dire qu'on réalisait sa vie dans son travail. Je pense que une des ruptures qu'il y a eu avec les autres générations qui nous ont succédé, c'est que le travail et l'entreprise sont plutôt devenus un moyen financier, un moyen de satisfaction, mais pas de réalisation pleinement de sa vie, et que les intérêts étaient ailleurs, étaient dans la famille, dans les amis, dans les loisirs. Enfin, donc je pense qu'on a perdu un peu cette relation à l'entreprise. On en parlait juste avant. Moi, je fais du recrutement encore maintenant, et j'ai souvent des jeunes qui me parlent d'abord de leurs droits, de savoir ce qu'on donne dans l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise la mutuelle, quels sont les jours de RTT, c'est ça ? Les vacances, le CE et tout. Et puis au final, je leur dis, au fait, vous vous souvenez, vous êtes là en entretien pour un poste, pour une fonction que vous allez remplir au profit de l'entreprise. Et là, quelquefois, je vois le regard qui s'échappe un petit peu, et on a l'impression de se dire de quoi il me parle, quoi. Voilà. Donc alors, oui, je pense que bien sûr que le numérique a peut-être rendu un peu plus horizontal aussi le management. Il est peut-être moins hiérarchique et plus horizontal. Enfin, on pourra en reparler d'horizontalité. Effectivement. Alors sur le constat, pour vous, Bernard Beltante. Oui, alors sur le changement du management, je voudrais juste peut-être rappeler qu'est-ce que c'est finalement la révolution numérique ? C'est pas juste des outils. Il s'est passé quelque chose de fondamentalement innovant et qui a un impact très fort sur le management. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la liquéfaction de la société. C'est-à-dire que le numérique, dans sa logique industrielle et dans sa logique économique, transforme des stocks
en flux. Et je crois que lorsqu'on est confronté à des problèmes de management dans une économie numérique, la première réflexion qu'on doit avoir, c'est celle de se dire en quoi mon entreprise ou en quoi mes clients sont impactés par ce changement du stock en flux. Alors il y a des gens qui me disent, c'est quoi ton truc de stock en flux? D'abord, c'est pas mon truc. Et je vous rends alors expliquez-nous justement. Alors c'est quoi? Je prends juste un exemple. Il y a dans cette salle, je pense, un certain nombre de gens qui, comme nous, ont dû connaître l'ORTF. Il fallait être à 20h30 pour voir le début du film. S'il y avait un moment très sympathique et on se posait beaucoup de questions, mais on avait envie de faire pipi, c'était un peu compliqué le choix. Aujourd'hui, combien de vous regardent la télévision au moment du film, au moment du direct? Combien d'entre vous sont sur le replay? Combien d'entre vous peuvent, sur leur téléphone, accéder immédiatement au film ou à l'information qu'ils veulent? Je prends un autre exemple de liquéfaction. Je suis dans une industrie qui est l'industrie de l'éducation. On avait des stocks de profs, des stocks de livres, des stocks de cours, des stocks de diplômes, des stocks d'étudiants, des stocks de salles. Tout ça est en train de disparaître. Dans vos entreprises aussi, la bibliothèque que l'on avait est remplacée aujourd'hui par un ordre qui est un ordre bottom-up, c'est-à-dire où on est capable de trouver des livres en fonction de ce que les précédents ont pu lire et non plus en fonction de ce qu'un sachant peut vous donner. Il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui sont concernées par la problématique du bilan en temps réel et certifié. Pourquoi? Phénomène de stock, on attend les 12 mois, la fin de l'année. Alors je sais bien que les entreprises cotées les présentent plus tôt, mais finalement il y a des dates de passage obligatoires. On sait tous que dans assez peu de temps, on pourra avoir son bilan à l'instant T et certifié, confère la technologie de la blockchain. C'est là que le management est impacté. C'est-à-dire que là où on avait du temps, là où on avait des repères, aujourd'hui, on reçoit des flux et des flux de data, on doit réagir dans l'immédiateté. C'est comme ça que le management est impacté. Alors, avant d'aller plus loin dans notre débat, je voulais vous dire que vous pouvez participer, évidemment, comme vous l'avez fait ce matin, avec l'outil Klaxoon. On va remettre les informations concernant Klaxoon. Donc, c'est un outil qui vous permet de poser des questions. Moi, je les reçois directement sur l'iPad. On peut aussi faire passer un micro. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Les débats sont largement interactifs. Ça permet de les enrichir. Donc, surtout, utilisez cet outil. Je pense que voilà, les questions. Donc l'application, vous flashez le QR code sur l'écran avec votre appareil photo, vous ouvrez l'app.klaxon.com et vous saisissez ce code très simple, comme je le disais déjà, UTYXKN. Voilà. Et vous participez donc avec grand plaisir, on prendra vos questions au fur et à mesure de notre échange. Alors donc, on voit bien qu'il y a un constat de changement dans ce management, avec, on l'a dit également, cette quête de sens de la part des jeunes générations. Alors, quête de sens, c'est un peu paradoxal, parce que vous disiez, en même temps, ils zappent plus facilement, ils ne vont pas forcément aux entretiens, ils peuvent vous dire oui le vendredi, puis le lundi, ils ne vont pas venir. Et en même temps, ils veulent vraiment donner un sens à leur travail, à leur engagement. Comment est-ce que ça s'explique, ce paradoxe? Alors je sais pas si c'est un paradoxe. C'est sûr, c'est que ces jeunes générations souhaitent effectivement, lorsqu'ils s'engagent dans une entreprise, de donner du sens à leur engagement. Ça c'est sûr. Il faut de la pédagogie, il faut expliquer le projet de l'entreprise, il faut expliquer comment ils se situent au sein de cette entreprise, qu'est-ce qu'ils vont apporter effectivement à l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise va leur apporter. Ça, c'est sûr. La quête de sens, mais je crois que c'est parce qu'effectivement, on perd un peu tous nos repères dans la société. Enfin, les grandes institutions ont un peu de mal à répondre aux questions qui sont posées. Donc, le lieu de travail est aussi un lieu de questionnement, un lieu d'interrogation. Voilà. Donc effectivement, je pense que les entreprises doivent penser effectivement à cette quête de sens. Je crois que la deuxième chose tout aussi importante qui est recherchée, c'est la reconnaissance. Je pense que voilà, un jeune qui démarre, ou un moins jeune, enfin, en tout cas quelqu'un qui rentre dans une entreprise, une fois qu'il a compris effectivement le sens de ce qu'il allait faire, je pense qu'il a besoin aussi de la reconnaissance de l'entreprise. Alors, parce qu'il n'y en a pas assez souvent, c'est ça? Souvent il n'y en a pas assez? Il y en a peut-être
pas assez, ou elle est peut-être mal formulée, ou peut-être aussi que c'est une nouvelle forme aussi de management, où il y a le côté associer le salarié au projet de l'entreprise, le rendre actif dans le projet de l'entreprise, lui donner quand même une certaine autonomie avec des moyens pour réaliser les objectifs, et reconnaître effectivement. Alors, quand je dis reconnaissance, encore une fois, ça ne veut pas dire uniquement tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais une reconnaissance de son engagement ou pas, ou en tout cas des corrections sur sa démarche professionnelle. Ça, je pense que là-dessus, il y a une vraie attente. Même si je ne retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que le jeune salarié demande plus à l'entreprise que lui ne donne à l'entreprise. Mais comme c'est un effet miroir, je pense qu'il y a aussi une démarche de l'entreprise elle-même. Et pourquoi justement alors il demande plus finalement que ce qu'il donne? Est-ce que ça c'est pas juste quelque chose de nouveau aussi? Avant on donnait davantage et aujourd'hui il y a une certaine retenue parce que peut-être l'entreprise a déçu parfois, il y a un engagement qui est moindre vis-à-vis de l'entreprise. Oui, je pense que nous avons été la génération du plein emploi, où on ne se posait pas vraiment de questions sur l'avenir professionnel. On pouvait même éventuellement changer d'entreprise assez facilement. Je pense que les nouvelles générations ont vu sans doute, ou ont côtoyé, ou ont vu même au sein de leur foyer du chômage, une perte de sens dans le travail, les difficultés, effectivement, la mobilité, enfin, plein de choses qui, à mon avis, ont modifié, encore une fois, la relation qu'a le salarié avec la notion de travail et la notion d'entreprise. Là aussi, je pense qu'il conviendra de remettre, encore une fois, l'église au milieu du village et donc le travail au centre de l'entreprise. L'entreprise a déçu, d'après vous, Bernard Beltante, et c'est pour ça que les jeunes générations ont pris de la distance vis-à-vis d'elle? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, mais c'est intéressant, si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, non. Avec plaisir. Je souhaite le prendre d'une autre manière. Aujourd'hui, conséquence notamment du numérique, vous avez une beaucoup plus grande porosité entre la vie professionnelle et la vie privée. Ah ben on a des mails le soir et on peut aussi réserver un voyage au bureau ou faire un Doctolib au bureau. Hein. Et je ne juge absolument pas. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je constate. On développe du télétravail. On peut travailler avec un client qui est aux États-Unis à son heure à lui et ceci, ça. Donc vous avez l'émergence d'un mode de travail où la porosité avec la vie familiale est devenue plus forte, à tel point même qu'un certain nombre d'entreprises organisent leurs espaces pour permettre des moments de repos, pour permettre de recevoir les enfants. Donc cette porosité est croissante. Ceci m'amène juste à une réflexion, c'est que lorsque moi j'ai commencé ma vie professionnelle, effectivement on pouvait amener du boulot le soir à la maison, mais une fois qu'on avait fini le boulot, c'était terminé. Le lendemain matin, quand on prenait son petit déjeuner, on n'était pas en train de regarder son mail, donc on avait un sens qu'on pouvait trouver dans la famille ou dans les associations à côté de son travail, on partait au boulot. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, ce qui veut dire, je pense que les jeunes générations, quand elles parlent de sens, c'est sur l'ensemble. Ils séparent beaucoup moins la vie dans l'entreprise, la vie dans leur famille, voire même la vie dans leur engagement associatif. Donc, il y a une notion un peu plus globale, et c'est là où ils interpellent, c'est en quoi il y a du sens. C'est le fait d'une entreprise qui dit, bon, vous pouvez amener vos enfants. Le développement des crèches dans les entreprises. Paternalisme? Non, c'est juste que c'est peut-être tout simplement la contrepartie que vous pouvez ouvrir vos mails à n'importe quel moment chez vous. Parce que le droit à la déconnexion, ok, ça existe, mais après, il y a les pratiques. Hein. Donc, je pense qu'il faut repositionner le problème du sens par rapport aux jeunes générations au fait que leur travail n'est plus aussi séparé du monde de leur famille ou de leurs autres occupations que ce qui pouvait l'être il y a encore 20 ou 25 ans. Et après, ils ont des exigences, mais est-ce qu'on avait des exigences différentes, nous, sur la société? Un élément très nouveau, alors par contre, qui devient extrêmement prégnant depuis 10 ans, c'est la conscience, j'appelle ça moi la conscience écologique. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui émerge de manière très très forte. Une très forte responsabilité. Alors écologie au sens un peu Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Est-ce qu'on a le droit de diminuer le bilan des ressources que nous avons et de la planète? Ça, c'est
logique qui n'existait absolument pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui est prégnante systématiquement partout. Et alors, du coup, quelles conséquences en termes de management sur on va dire, le quotidien des managers par rapport à ce bilan qu'on vient de faire, cet état des lieux, ce management, donc, est-ce qu'il a une approche plutôt de flexibilité, d'agilité, ou on a parlé aussi à un moment donné d'entreprise participative, l'entreprise libérée d'Isaac Gates qui s'est transformée aujourd'hui en entreprise altruiste. Quelle est votre vision des répercussions de ces changements sur la pratique managériale ? Je risque de me répéter. Je pense que, alors, encore une fois, prenons en considération les changements dont on vient de parler, mais je pense que le manager a toujours, je pense, quelles que soient les évolutions, qu'elles soient numériques, qu'elles soient écologiques, environnementales, que je ne conteste pas. Mais je pense encore une fois que le cœur du manager, c'est l'humain, c'est la richesse humaine, hein, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, et je pense que sans doute le manager, pour moi, doit se recentrer sur ses valeurs humaines, ses valeurs cardinales. Il faut effectivement, encore une fois, savoir fédérer des individus pour les constituer en équipe sur des objectifs, encore une fois, je le disais tout à l'heure, des objectifs qui sont clairement affichés, avec des moyens qui sont donnés pour atteindre ces objectifs. Et le rôle du manager, c'est de fédérer ces énergies humaines et en faire effectivement quelque chose qui permet, une communauté qui permet effectivement d'atteindre ces objectifs. Ça ne remet pas en question ce que vient de dire mon camarade, c'est que mais tout ça, il faut que ce soit le manager qui le prenne en compte, mais c'est toujours le manager qui est quand même comptable et responsable de ce qui se passe dans l'entreprise et des résultats de l'entreprise. Au final, quand même, on attend aussi d'un manager quand même qu'il emmène ses équipes et que ce manager ait des résultats. Est-ce qu'il y arrive justement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y arrive suffisamment ? Avoir des résultats ? À emmener ses équipes ? C'est peut-être justement la question qu'il faut se poser. Est-ce que les managers d'aujourd'hui, mais ça c'est plutôt à mon voisin de répondre, sont formés effectivement dans cette démarche-là. Je ne sais pas, mais je pense qu'on en parlait juste avant. Je pense qu'il y a effectivement un avis très intéressant. Alors Bernard Beltort, on va vous entendre, d'autant qu'on a une question, merci de vos questions qui arrivent par Klaxoon. Voilà, quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que c'est finalement qu'un bon manager aujourd'hui ? Alors ça c'est une vraie question. Hein. Si j'avais la bonne réponse, je repars pour 10 ans. Hein. Ça me permet de répondre aussi à votre question. Je ne sais pas d'abord ce que c'est qu'un bon manager. Déjà, pour moi, je pense qu'il y a la personne qui adhère aux objectifs stratégiques, aux objectifs de performance de son entreprise et qui permet de les réaliser. Ne tournons pas autour du pot. La littérature de Gare sur le management fait des ravages. Je crois qu'il y a quand même une réalité dans la vie, c'est celle d'adhérer aux objectifs stratégiques de votre entreprise et de faire en sorte qu'ils soient atteints. Ok, ça c'est un premier point. Oui, mais la façon d'y arriver est hyper importante. Oui, mais après c'est la logique des valeurs, c'est la place de l'humain, ces choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, les objectifs stratégiques ne se définissent plus exactement de la même manière qu'il y a 20 ans, et que donc les modes de management des équipes ne sont plus exactement les mêmes. Il y a, me semble-t-il, mais là je crois que la plupart des personnes qui sont là doivent le savoir, si je prends et si je fais référence à cette réalité profonde qu'on a aujourd'hui, que l'humanité vient d'inventer une nouvelle matière première. Alors c'est quoi ? C'est la donnée, c'est la data. C'est une vraie matière première parce qu'elle est créatrice de richesse et pour la première fois dans l'histoire économique de l'humanité, nous avons trouvé une matière première qui ne s'use pas quand on l'utilise. Et au contraire même, elle s'enrichit. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. On ne sait pas très bien la manier d'ailleurs pour l'instant, cette matière première. Hein. Et bien on y arrive. Ce qui veut dire aujourd'hui que par rapport à ces flux de données qui arrivent, et Dieu sait si à la DFCG on est sensible quand même à ce genre de sujet, ça implique un mode de management ou des démarches managériales plus collectives et plus agiles. Plus collectives, parce que je suis désolé de le dire, on est de moins en moins sûr de son expertise de manière solitaire. Qu'on est amené de plus en plus à travailler en équipe
Et ce qui veut dire... En mode projet, c'est ça? Oui, mais un mode projet choque très souvent la mentalité française. Quand je suis chef un jour, je suis chef toujours. Un management de projet, non, vous pouvez être chef un jour selon la nature du projet, le lendemain, vous êtes équipier. Et l'équipe peut changer en fonction du dossier que vous avez à changer. Ça, c'est de l'agilité individuelle. Et vous travaillez de manière collective. Mais vous avez aussi de l'agilité qui est due au fait que vous avez en permanence de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations vous amènent systématiquement à vous repositionner individuellement et avec vos équipes en fonction de ce qui est dit. Donc il y a 2 mots-clés. C'est la dimension collective, parce qu'il n'y a plus véritablement de sachant qui peut être capable de tout traiter. Et 2, être agile et être accepté, un truc qu'on appelle le test and learn. C'est qu'à des moments, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas exactement ce qui va se passer. Il faut oser tester et apprendre de ça. C'est ce qu'on appelle l'agilité. Et c'est ça qui fait un bon manager. Alors, ce sont ces 2 qualités-là pour répondre à la question qui a été posée. Ok, derrière ça, c'est ce qui doit lui permettre d'atteindre des objectifs qu'il a fixés ou qu'on lui a fixés. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste une qualité du manager, c'est l'exemplarité. C'est clair aussi. Alors d'autres questions, on va revenir 2 secondes sur le sens, parce que vous avez posé des questions là-dessus, preuve qu'on n'a peut-être pas répondu à tout, sur une question assez pertinente. Pourquoi vous évoquez la recherche de sens seulement chez les jeunes générations? Et c'est vrai. Et le sens, est-ce que c'est du sens dont on parle ou du cadre du travail avec la mondialisation des flux? Alors, cette question est un peu moins claire, mais en gros, l'idée, c'est, voilà, il y a le cadre de travail qui est aussi important. La mondialisation des flux qui justement impacte aussi la façon de travailler, nos modes de management de demain. Alors, cette quête de sens, est-ce que c'est vrai qu'elle n'est pas... C'est vrai qu'on a parlé pour les jeunes générations, mais c'est vrai pour toutes les générations, ou vous avez le sentiment que c'est moins vrai pour les générations plus âgées? Je dirais même que c'est encore plus vrai pour des générations qui ont aujourd'hui entre 40 et 55 ans. C'est beaucoup plus vrai parce que c'est une génération qui prend de plein fouet tout ce dont nous venons de parler. C'est-à-dire des gens qui pouvaient être habitués à une certaine stabilité en matière de leur environnement de travail, qui étaient habitués à une logique hiérarchique, qui étaient habitués avec l'ancienneté à gagner en expertise, puis ils voient débarquer des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont 25 ans, qui sur un certain nombre de données leur disent de toute façon on en sait autant que vous, et vous avez accumulé du savoir par votre expérience, mais ce savoir il est disponible gratuitement, il suffit que j'aille chercher l'information. Donc il y a une véritable remise en cause, notamment de l'encadrement, alors j'aime pas le mot, l'encadrement intermédiaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que ce management intermédiaire, il n'est pas un peu mort aujourd'hui? Oui, puisque de toute façon, une partie essentielle de son activité, c'était de traiter de la donnée. Et aujourd'hui, on traite la donnée, on va traiter la donnée. Alors j'arrête tout de suite. Ne venez pas me parler d'intelligence artificielle. Et pourquoi pas? Parce qu'on va se décomplexer sur l'intelligence artificielle. C'est juste de l'efficacité statistique, aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que c'est la capacité des machines à traiter des quantités phénoménales d'informations, beaucoup plus vite que le cerveau humain, mais traiter des informations n'a jamais été pour moi de l'intelligence. Suivez mon regard, ce qui veut dire que la place de l'homme, elle reste. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on demande aux machines de décider, elles décident selon un algorithme, elles décident en fonction. Quand on regarde les technologies, ce sont essentiellement des technologies qui traitent de la donnée de manière statistique. Vous savez, vous prenez juste un exemple. Pour arriver à faire garer un véhicule de manière autonome, c'est 200 000 essais avant que le système auto apprenne. Est-ce qu'un jeune enfant avec une poussette et qui la met en stationnement en épi a besoin de 200 000 essais? Absolument pas. Au bout du 20e ou 25e, il commence à savoir faire. Donc, je rejoins le management intermédiaire qui travaillait beaucoup les données, qui les mettait en forme, qui pouvait les analyser, tout ça. Là, oui, il y a un vrai questionnement pour ces gens-là. Dans les professions de la DFCG, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va multiplier les blockchains? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez aujourd'hui dans les métiers d'avocat. Qu'est-ce qui va devenir alors ce management intermédiaire? Écoutez, moi je m'en sors en sachant que nous ne connaissons pas 80% des métiers qui existeront dans 5-7 ans. C'est comme ça que vous en sortez, c'est ça? C'est la question que j'adresse, que nous devons tous nous adresser. C'est-à-dire, et c'est un problème d'agilité, c'est en quoi nous allons accompagner des collaborateurs
à travailler différemment, sur des manières différentes. Lorsque j'ai supprimé à un moment donné les bibliothèques physiques dans les établissements que j'ai dirigés, ben, j'avais des documentalistes. On en a fait des knowledge managers qui aident les gens à se balader dans le cloud. C'est un métier d'abord beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Il a fallu du temps et heureusement on l'avait un tout petit peu anticipé. C'est juste un exemple. Mais ce métier n'existait pas. Un knowledge manager dans une université ou une école n'existait pas il y a 5 ans. Donc on ne connaît pas encore les métiers de demain. Bah, nous ne les connaissons pas. Dominique Battani, vous êtes d'accord avec la mort de ce management intermédiaire? Oui, alors, mort, enfin, je ne sais pas s'il est mort. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est transformé, c'est sûr. Je pense que, et c'est sans doute lié à une montée en compétences qu'on a eue généralement au sein des entreprises. Les gens sont arrivés dans les entreprises peut-être moins expérimentés, mais plus qualifiés, avec quantité de matière grise qu'ils souhaitaient, comme je le disais tout à l'heure, mettre à profit pour pouvoir effectivement être reconnu en tant que tel. Et donc du coup, je pense que ce milieu intermédiaire, il s'est plus fédéré avec une énergie nouvelle qui était donnée aux managers N+1, ce qui fait que, en fait, on a plus une association de cerveau et d'intelligence qui font qu'on peut effectivement, on a de moins en moins de métiers d'exécution, hein, et donc du coup, effectivement, ce niveau intermédiaire qui permettait effectivement, sur lequel on s'appuyait généralement avant la phase d'exécution, il est peut-être un petit peu compressé, les uns sont sans doute remontés en termes de compétences, et du coup, effectivement, d'où le développement, ce qu'on a appelé tout à l'heure, du travail en mode projet, du travail plus horizontal que vertical, même si, et je le disais aussi tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours un peu quand même de hiérarchie et d'autorité pour conduire un projet et l'amener au bout. Hein. C'est le militaire qui parle là. Vous avez fait une carrière militaire avant de rejoindre votre activité d'aujourd'hui. Oui, ça se voit. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, quand vous dites ça, on sent qu'il y a, on va dire, du vécu. Mais on est toujours en campagne. Non, je voudrais juste rajouter une anecdote là-dessus. Il y a 2 ans et demi, on a répondu à un appel d'offres d'une très grosse société française, du CAC 40, pour développer les talents des N-1 du COMEX, de cette boîte, 80 personnes. Et le président de l'entreprise avait dit, je veux recevoir l'organisme de formation qui aura remporté le marché. On est allé, bon, évidemment, il se trouve qu'on a été retenu, et je suis allé le voir avec 2 personnes de mes équipes. Il m'a dit une chose, ils sont déjà suffisamment intelligents, ne me les rendez pas plus intelligents, faites en sorte qu'ils comprennent mieux ce qui va se passer dans le futur ou qu'ils l'anticipent mieux et qu'ils le mettent en œuvre. Et donc votre travail, bon, ça c'était bien parce qu'on avait travaillé sur autre chose, votre travail c'est plutôt de faire en sorte comment on peut anticiper le futur et comment on va pouvoir adapter l'entreprise. Mais ne me les rendez pas plus intelligents. Ils le sont suffisamment. Ça c'est un truc qui m'a marqué. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas également, du coup, pour on va dire le management qui était au-dessus de ce fameux management intermédiaire, le fait qu'il existe moins ou qu'il disparaisse, un choc plus frontal qui fait que ce management se transforme aussi? Alors, je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'expérience, sur mon expérience, parce que, encore une fois, on parle toujours mieux de ce qu'on connaît bien, généralement. Donc laquelle d'expérience alors La première. La première. Ah. Puisqu'il semblerait qu'effectivement elle transpire. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, hein, c'est Julia de Funès, qui est bien connue, une philosophe. C'est la philosophe, oui, tout à fait. Et auteur, qui en a parlé et qui effectivement, je pense que il y a un retour de la chose militaire. Je pense que dans la structure des entreprises, s'il reste encore une institution auquel on peut encore se référer et se raccrocher, je pense que ouais, les armées en sont une. Et encore une fois, c'est pas. Et pourquoi alors ? Parce qu'il y a une richesse de l'expérience du management. Une richesse dans l'évolution, la reconnaissance, et encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le fait de replacer l'humain, l'individu
au centre de la stratégie de l'entreprise, je pense que voilà, c'est effectivement un milieu où on sait fédérer, où on sait fidéliser, où on sait reconnaître en chacun l'intérêt, ce qu'il peut apporter à l'ensemble. Voilà, donc, et les atteindre d'objectifs qui sont quelquefois des objectifs de très haut niveau. On en a eu encore l'exemple il n'y a pas très longtemps. Alors on a une question pour vous, Monsieur Battagny. Est-ce que vous pouvez justement illustrer vos propos avec des exemples que vous avez vécus dans votre vie professionnelle pour nous donner un peu plus, on va dire, de corps, voilà, oui, par rapport à ce que vous avez pu vivre, de choses concrètes. Bon, je ne vais pas vous raconter mes campagnes, hein, parce que c'est pas... Non, c'est pas le lieu. Puis les militaires n'aiment pas trop parler de leur campagne. Non, je pense, encore une fois, très honnêtement, à chaque fois que j'ai été en situation, on ne va pas citer d'exemple précis, mais à chaque fois que j'ai été en situation opérationnelle, où effectivement une mission était clairement donnée, clairement définie. Alors ça demande effectivement, ça demande de la matière grise, hein, ça demande de la réflexion, ça demande du partage d'expériences, de compétences. Mais une fois qu'on a partagé cette expérience, cette compétence, et que effectivement la mission est figée et qu'il faut la remplir, il faut effectivement, encore une fois, l'expliquer, la faire partager aux hommes que vous allez emmener au combat, parce qu'on n'emmène pas des hommes au combat s'ils ne savent pas pourquoi ils vont aller se battre, hein, ou alors c'est une catastrophe. Hein. Donc donner du sens effectivement à ce qu'on va faire, de la cohésion et fédérer une équipe sur un objectif. Oui, à chaque fois que vous êtes sur un théâtre d'opération extérieure, que vous emmenez des gens au combat et que ça peut aller jusqu'au sacrifice suprême, vous ne pouvez pas vous permettre l'amateurisme, vous ne pouvez pas vous permettre de leur dire écoute, on y va, puis on verra bien une fois qu'on y sera. C'est juste pas possible. Il faut effectivement donner du sens à la mission, il faut que les jeunes qui y vont sachent pourquoi ils vont, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et il faut bien sûr que le chef soit exemplaire, et que lui aussi soit capable de faire ce qu'il va demander à ces jeunes. Vous êtes d'accord, Bernard Beltante, avec cette idée de retour des valeurs on va dire peut-être plus proche de celle qu'a pu connaître Dominique Battagny quand il était donc à l'armée. Oui, je suis pas convaincu. C'est un peu nouveau quand même. Pas si sûr que ça. Ça s'exprime pas de la même manière. Ça s'exprime pas dans le même cadre. Moi, là où j'ai constaté à titre personnel un déficit à un moment donné, notamment dans les cycles de formation, c'était sur la compréhension de l'autorité. Ah, donc on rejoint quand même un peu la même idée. À la fois pour recevoir l'autorité et à la fois pour l'exercer. Alors nous, ça va vous faire plaisir, on est quelques-uns en France à avoir passé des accords avec l'école de l'air et Saint-Cyr. Et donc, par exemple, tout simplement de M Lyon, on doit envoyer chaque année 250 personnes. Et alors pourquoi ? Faire un mois, parce qu'on demande à nos collègues de ces écoles-là de leur faire travailler justement ce que c'est que l'autorité et ce que c'est que l'équipe. C'est l'autorité, parce que, quelque part, cette autorité, à un moment donné, ils ne l'ont pas complètement eue dans leur environnement, et quand ils vont être amenés à l'exercer dans une entreprise, il faut qu'ils aient vu un certain nombre d'exemples. Donc, nous, on est très, très satisfaits, et il y a une très, très forte demande là-dessus. Ceci dit, derrière, n'oublions pas non plus dans quelle société on va. Je vois notamment une des questions, comment éviter que les gens zappent. On va y venir. Voilà. Comment fidéliser nos jeunes habitués à zapper très aisément, notamment dans les métiers de la finance. Comment les fidéliser ? On le dit de manière négative, parce que on voit ça de manière négative, parce que pendant des décennies, on avait des éléments stables, on avait des silos, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, je reviens encore sur la chute des frontières, sur la liquéfaction, ils ont en permanence, mais pas que les jeunes, ils ont en permanence des offres, ils ont en permanence des... Et n'oublions pas une chose qui est très simple, c'est qu'on se dirige vers un système, une économie du travail qui va profondément changer. Est-ce que vous connaissez le taux des freelance dans la workforce de l'économie américaine ? Non, alors dites-nous. 57%. Plus d'un travailleur sur deux aux États-Unis est en freelance. C'est une logique de passage de stock au flux. Alors, inutile de vous dire que quand on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, le problème des retraites, dans 20 ans, si on a la moitié des gens qui sont en freelance, ce ne sera même plus le sujet. Donc, c'est là où on se bat pour rien aujourd'hui, alors ? Non, mais on pourrait quand même être un peu plus... on le sait que ça va se passer. Donc, je veux dire, ce côté freelance, je le dis par rapport aux personnes qui disent « ils zappent ».
Oui, parce que même dans votre propre système d'organisation, à un moment donné, des gens très spécialisés, hein, vous n'allez pas les garder que pour vous. Vous allez, et vous aurez tout intérêt à ce qu'ils aillent voir d'autres expériences. C'est cette économie où on partage, cette économie où on travaille ensemble, qui est en train d'émerger. Les valeurs peuvent rester les mêmes, la logique de l'autorité peut rester les mêmes, mais les conditions de l'économie du travail sont en train de profondément changer. Et c'est là-dessus que nous devons faire un effort. Et bon, pour l'instant, notre droit du travail, par exemple, n'y participe pas. Ouais, même s'il a un peu bougé quand même récemment, notre droit du travail. Dominique Battani, là, si vous vouliez réagir, vous aviez des exemples à nous donner. Il y a un exemple qui me revient. Quand j'étais à l'état-major des armées, je m'occupais de la politique de formation dans l'armée de terre. Et un jour, j'ai le chef d'état-major de l'armée de terre qui m'appelle et qui me dit j'ai eu un dîner, je viens de rencontrer une personne très intéressante, il s'appelle M. Ramanand Soha, il est patron d'HEC, et il m'a demandé si je ne pouvais pas organiser en début de scolarité un petit stage pour remettre les jeunes un petit peu qui ont réussi, qui ont fait une prépa, qui ont réussi à HEC et qui ont l'impression d'être déjà arrivés. Et il me dit qu'il faudrait les remettre en situation de difficulté, en situation d'apprentissage, en situation de cohésion et tout. Et on a effectivement réalisé ce stage d'une quinzaine de jours. Vous avez fait quoi alors ? Qui faisait partie du stage d'intégration. On a amené les jeunes à Couët-Quidan et on leur a montré comment on fédérait des gens, comment on donnait un objectif, comment on l'expliquait, comment on le réalisait. Et c'est ça qui manque peut-être au management d'aujourd'hui alors. Sans doute. On a presque fini notre débat. Est-ce que vous avez des questions peut-être en direct à poser depuis la salle ? N'hésitez pas, hein, s'il y a encore quelque chose qui vous fait réagir sur ces idées de management. Ben, c'est le moment de poser des questions à nos experts qui sont là. En tout cas, merci pour les questions que vous avez posées donc, via l'outil Klaxoon qui fonctionne bien. Un mot peut-être de conclusion justement, donc, pour terminer, ben, finalement, qu'est-ce que va être le management de demain ? Alors on a vu que vous avez esquissé, mais dans ces grandes lignes, s'il fallait reprendre vraiment un message que vous aimeriez donc nous donner aujourd'hui sur ce management. Je dirais que simplement au service des objectifs de l'entreprise. Et comme cette entreprise, heureusement, arrive aujourd'hui à devenir une entreprise à mission, et pas juste simplement, mais elle l'était déjà. Moi, je veux dire, quand on regarde, par exemple, l'histoire économique de Michelin, c'est quand même une entreprise. Alors, on a à un moment donné balayé de la main en disant paternalisme. C'est juste une connerie monumentale. C'est qu'il y avait quand même la volonté de fidéliser, d'avoir une qualité de main-d'œuvre, de vouloir créer un environnement favorable. Je crois que toutes les entreprises, dans toute leur histoire, ont toujours essayé d'optimiser la qualité de la vie au travail. Aujourd'hui, elles sont confrontées à une profonde révolution technologique et sociologique. Donc il faut prendre le temps de s'adapter et également dire à un moment donné, oser se poser la question qui paraît la plus incongrue possible. Et je veux terminer par une question de ça. Je suis en train de travailler aujourd'hui sur un sujet avec des collègues américains qui connaissent un peu les mêmes sujets que nous, en disant, depuis 150 ans, on va à l'université pour trouver un job. Est-ce que demain, il ne faudra pas d'abord aller dans l'entreprise pour chercher un diplôme ? Ça, ce serait une révolution. Ouais. Mais j'y pense, je vous le dis, parce qu'on est en train de travailler dessus. De façon à éviter des gens qui soient formés complètement en dehors de l'école. C'est-à-dire que ça veut dire que cette économie numérique qui permet de disposer du savoir à un moment donné et qui appelle à avoir de plus en plus d'expérience dans la formation peut être à même de renverser le schéma traditionnel. Non. Ne tweetez pas trop ça, parce que sans ça, je finis sur l'échafaud à la prochaine manif. En tout cas, on voit bien que le management bouge, évolue. Pour conclure, Dominique Battani. Moi, je ne vais pas me départir de ce que j'ai dit depuis le début. Je pense qu'effectivement, dans l'entreprise, je pense qu'il faut remettre effectivement l'humain et le travail au cœur du dispositif, en tout cas au cœur de la réflexion. Et je pense que beaucoup de choses sont ensuite plus des moyens que des finalités et des objectifs. Voilà. Je pense que la finalité, quand même, c'est que des hommes et des femmes soient fédérés autour d'un projet, autour d'objectifs, et que si en plus ils peuvent prendre effectivement du plaisir et de la satisfaction, alors effectivement, je pense que les entreprises continueront à produire et avancer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de les applaudir.